the longest river in the world, and the life spark that stems from the heart of the African continent. On its banks nurtured ancient civilizations and eminent cultures, all gathered in one basin of this blessed river. Within its flanks, 11 countries are embraced in spite of the multiple languages and different cultures. Yet, all countries agree that the River Nile is the source of goodness and prosperity for all nations of the basin. The Nile Basin is characterized by its extensive natural and biodiversity. It receives huge amounts of rain every year, estimated at more than 1,600 billion cubic meters. This rain falls on the Equatorial Lakes Plateau, the Ethiopian Plateau, and the basin of Bahr el-Ghazal in South Sudan, providing water and food for the people of the Nile Basin countries, and sustaining a suitable environment for animal, plant, and biodiversity in the Nile Basin. Surroundings benefits of the river are not limited to food and drink. It extends to generate electricity from waterfalls. This electricity is the main engine of development and renaissance that the people of the Nile Basin look forward to. This rainfall helps to facilitate the river navigation as an important and cheap means of transportation for the citizens of the basin countries living along its waterway and multiple lakes. Transboundary rivers, but we will also use the Grand Ethiopian Renaissance Dam as a case study to be discussed in this session. Myself, I'm Hani Swelem. I am the the director of the UNESCO Chair on Hydrological Changes and Water Resources Management at the University of Aachen in Germany. And I also here in Egypt, professor for water resources management at the American University in Cairo. So before we start this session, we just show you the screen, the picture that you have seen many times before. Even yesterday was the center of the discussion. We all know that the UN launched in 2015 the 17 SDGs, or the so-called Sustainable Development Goals, and these include 169 targets to be achieved by the year 2030. Among them, of course, we always say that water is a cross-cutting issue in all the 17 goals, but there is specific goal number 6 for that, which is ensuring access to water and sanitation for all. We have in the transboundary water, either rivers, lakes, or aquifers between 153 countries. The SDG number 6, specifically if we talk about target 6.5, seeks to implement integrated water resources management at all levels, including transboundary cooperation. So transboundary cooperation is a very important part of goal number 6. Indicator 6.52 seeks to measure the proportion of the transboundary basin area, and the transboundary water cooperation can have a positive impact in all the 17 SDGs. Sorry, I need just to make sure that the microphones are close enough. Okay, we try. So, yes, we do have challenges when it comes to the transboundary water. We have the challenge that recipients sharing international transboundary basins, that in some cases they have a unilateral actions, unilateral starting projects, like dams or others, specifically the case of the GERD on the Blue Nile and the case of GAP in Turkey. So these are unilateral actions that cause many cases, cause some kind of conflict, difficulties in the discussion, but also the management and the operation of such water structure is another challenge, because in some cases
you have different objectives. You need to generate energy in a specific time, but at the same time, there are other people in the downstream waiting for the water for agriculture or irrigation activities. So we need to agree on the operation of such dams to minimize the impact on the downstream countries and also to maximize the benefit for the owners of such water structure. Especially when we have absence of institutions, we have a problem here. Can the organizers please turn the screen for the speakers on? Thank you. In the absence of institutions or coordination mechanisms, it's very difficult to coordinate things or agree on such aspects. And this will take us to a very complex set of questions that we have to answer in order to have peace, in order to collaborate together, in order to use the water for better collaboration rather than conflict. And here, peace is a key word for us. Sovereignty, people are talking about sovereignty in the basin, and we need to clarify this. What does it mean? When we share collaboration and operation on a certain transboundary river, what does have this to do with sovereignty? Also, cooperation rather than conflict, having dialogue between different parties who are sharing the same river. In addition to that, do we have water scarcity or not? This is a big question that we have to answer. Egypt submitted recently a proposal for the filling and operation of the GERD. And here the big question, did Egypt consider the benefit for the other countries? Did Egypt consider the impact of this operation and management on the other neighbors, brothers, sisters on the Nile, on the Blue Nile? Is this proposal submitted from Egypt adaptive, cooperative, as it was mandated in different documents? So all these are question marks that we need to answer today in this session. Therefore, we have a great panelists here. We have Mr. Brahim H'Meyade. He is the Deputy High Commissioner of OMVS. OMVS is a Senegal River Basin Development Organization. He is going to talk to us about good practice, how people can collaborate, how people can live in peace together, which is the core of our interest. And then we have also Dr. Eric Tardieu. Dr. Eric Tardieu is a Director General Office of the International DFE France. We have also our Professor Eliko van Beek, Professor Eliko from Deltares, the so-called Delft Hydraulics, the old name in the Netherlands. And we have our distinguished Professor Hisham Bekhit. Hisham Bekhit is a professor at the Department of Irrigation and Hydraulics at Cairo University. We have here also Professor Mohammed Hilal. He is a very important person when it comes to international water law, because law and legal aspects are very important when it comes to transboundary rivers. Myself, Hani Swelem from the University of Aachen, as I mentioned before. I'm going to chair and moderate this session, if you allow me. Going to the first speaker, Senegal River is a good practice, as I mentioned. It's a big river, 1,800 kilometers, and it brings Guinea, Mali, Mauritania, and Senegal together, or the shared river between these four countries. It has a basin of 337,000 square kilometers, and it has 3.5 million inhabitants. And it's a very good case for international water transboundary collaboration. And these countries have already at least 13 international agreements. And one of the milestones in the history of this river is the creation of the OMVS that Mr. Ibrahim is going to present today. He is, since in 2017, the Deputy High Commissioner of the OMVS. He has a degree in hydrogeology from the Scientific University of Grenoble in France. He worked for 20 years in different urban, village, and pastoral water projects.
He held the position of the general manager of the National Agency for Drinking Water and Sanitation, the National Office of Rural Water Service, and the National Water Resources Center. He contributed to the implementation of the public water policies in Mauritania. And finally, he is a senator also. He was a senator of the Islamic Republic of Mauritania from 1992 to 2004. Then I would like to invite Mr. Brahim for his speech. Thank you. C'est bon. Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'abord de remercier le ministère de l'Hydraulique et de l'Irrigation de la République arabe égyptienne pour l'invitation de l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. J'apporte également les salutations du haut-commissaire de l'OMVS qui n'a pas pu partager cette instance très importante. Comme vous le savez, l'OMVS a été créé au lendemain d'une sécheresse dure qui s'est abattue sur la région des années 70. Cette sécheresse a désarticulé la structure socio-économique des populations qui vivaient essentiellement du nomadisme. Il y avait un hécatombe de bétail, les nappes ont tari, et donc il fallait voir vraiment des solutions idoines pour que les pays résistent à cette sécheresse. La vision éclairée des pères fondateurs de l'OMVS, à l'époque les présidents de la Mauritanie, du Sénégal et du Mali, ont voulu faire de ces fleuves communs un instrument de développement, un développement intégré sur le bassin du fleuve Sénégal. C'est en ce sens qu'ils ont créé l'Organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal le 11 mars 1972. Cette organisation se veut un outil de gestion concertée et de développement des 4 pays. Je disais donc que cette organisation se veut une organisation de développement intégré et de développer le bassin versant du fleuve Sénégal, ce fleuve qui a été présenté tout de suite, qui prend sa source depuis la Guinée, et il fait 1800 km de long. Il passe à travers le Mali et il fait la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, jusqu'à l'embouchure du fleuve. Okay. Donc, j'ai dit qu'il prend naissance depuis la Guinée, le Fouta de Jalon, il traverse le Mali et fait la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal. Quand ils ont créé cette organisation de mise en valeur, ils ont pensé à mettre un socle juridique et un cadre organisationnel qui permettrait à tout pays de se voir
dans cette organisation. C'est ainsi qu'ils ont créé oui, c'est ça. Comme vous le voyez sur la photo, c'est le fleuve Sénégal qui prend source depuis la Guinée. Et il continue jusqu'à l'embouchure du fleuve, constitué par deux bras, la Falamé et le Bakayoko. Et donc, il se jette au niveau de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Est un organisme, comme j'avais dit, créé depuis 1972. Sa mission, voilà, les missions, c'est de réaliser l'autosuffisance alimentaire pour les populations du bassin, réduire la vulnérabilité des économies des pays, des États membres de l'OMVS face aux aléas climatiques ainsi que facteurs externes, accélérer le développement économique des pays membres, préserver l'équilibre des écosystèmes dans la sous-région et plus particulièrement dans le bassin, sécuriser et améliorer les revenus des populations de la vallée. Donc, le socle juridique et réglementaire, premièrement, la Convention relative du statut du fleuve Sénégal, mise en place le 11 mars 1972. C'est déclarer le fleuve Sénégal avec tous ses affluents et ses dépressions comme un fleuve international, qui est la propriété des 4 pays. La Convention relative au statut juridique des ouvrages. Il y a un problème? Je continue, il y a un problème? Donc je disais que la Convention relative au statut juridique des ouvrages communs du 21 décembre 1970, on en parlera plus tard. La Convention relative aux modalités de financement et des ouvrages communs 12 mars 1982, la Charte des eaux du fleuve Sénégal, le 28 mai 2002, et le cadre international de la navigation et du transport. Ce sont vraiment les bases juridiques de la Convention qui sont entérinées par tout le monde et qui font référence au développement de cette œuvre. Donc, nous passons également actuellement au statut des ouvrages communs. Tout ouvrage déclaré commun, tel par un instrument juridique. Commun, il est propriété de tous les États. Comme exemple, je prends Manantali qui se trouve en plein dans les territoires maliens, et la copropriété de la Mauritanie, du Sénégal, du Mali et de la Guinée. C'est une propriété commune. Nous avons le barrage de Diama, qui est un barrage anti-sel qui est le premier à être réalisé. Le barrage de Felou, qui est un barrage au fil de l'eau. Le barrage de Guina et le port pluvio-maritime de Saint-Louis, les ouvrages annexes et accessoires. Le régime, une quote-part indivisible, un droit collectif d'usage et de jouissance et d'administration, exempt de toute forme de saisie ou de mainmise de la part des États. C'est vraiment ces statuts et ces cadres qui font la force de l'OMVS. Donc, on a créé l'OMVS, on a mis le cadre légal institutionnel. Maintenant, on va développer le plan d'action qui nous permettra d'atteindre les objectifs. Nous avons un plan stratégique, d'action stratégique, un schéma directeur d'aménagement, de gestion et des eaux de stage, la politique énergétique commune et l'évaluation environnementale stratégique. Tout ça, c'est pour répondre vraiment aux exigences de l'organisation et des objectifs de l'organisation.
Le barrage de Mantali. Il faut dire que pour le barrage de Mantali, qui est un barrage vraiment parmi les premiers ouvrages réalisés, qui a un volume de stockage de 11,3 milliards de mètres cubes, avec une production énergétique de 800 gigawatts par an, un réseau interconnecté entre le Mali, la Mauritanie et le Sénégal de 1650 km, un délai de transport, la régulation du débit. Actuellement, le fleuve a un débit constant de 300 mètres cubes par seconde, une capacité d'irrigation de 225 000 hectares, des crues artificielles, une contre-saison, une navigabilité du fleuve toute l'année de Saint-Louis à Mbédi au Mali, et l'aménage des crues exceptionnelles. Le barrage de Diama, c'est un barrage anti-sel. C'est lui qui fait frontière pour que l'eau marine ne remonte pas. Donc, il a disponibilisé l'eau douce en quantité suffisante et garantit toute l'année agriculture, élevage, AIP, importante capacité d'irrigation, d'agriculture de 120 000 hectares, une amélioration des conditions de remplissage des lacs, parcs naturels, dépressions et autres zones humides, tels que les lacs de Guière, d'Erquise, la restauration du couvert végétal et la recharge des nappes. Ouvrage de Filou. L'ouvrage de Filou, situé sur le fleuve, à 15 km en amont d'Akaï. C'est un ouvrage au fil de l'eau, longueur 945 mètres, et donc il fait à peu près, il a une puissance installée de 70 MW. Une production moyenne annuelle de 350 GW. Coût de l'ouvrage, 100 millions. Tous ces ouvrages-là ont été faits suivant une clé de répartition des coûts et charges qui fait l'unanimité de tout le monde. Cette clé est l'output du modèle de répartition des coûts et charges qui représente un arbitrage scientifique impartial dans le cadre d'une approche multinationale et à but multiple et solidaire. Ce type de modèle est censé être capable d'assurer à la fois les deux critères d'efficacité économique et d'équité entre les États. Méthode d'évaluation des bénéfices procurés par chaque usage et la prise en compte également des coûts environnementaux. Car du bassin, nous avons les premières installations. Nous avons ici le barrage de Manantali, qui produit actuellement l'électricité pour les 3 pays, le Mali. Et donc, il y a eu la répartition entre la répartition des coûts et des charges. Chaque pays prend ce qui le sert plus. Par exemple, quand on voit les cultures irriguées, le Sénégal et la Mauritanie ont la part la plus importante. Quand on regarde l'électricité, c'est Mali qui a les 52% de la production de Manantali, alors que le Sénégal n'a que 33%, et la Mauritanie 15%. Quand on voit l'irrigué, nous avons 375 000 dons, 240 000 au Sénégal, 125 000 hectares en Mauritanie et 10 000 hectares seulement au Mali. Donc, les avantages et ouvrages communs, nous avons le partage d'informations de données, nous avons les financements conjoints. Tous ces ouvrages ont été financés par les 4 pays, les 3 pays, à des parts égales, bien discutées. Nous avons les intérêts économiques communs. Nous avons l'esprit de solidarité et d'équité. Ce sont les avantages des ouvrages communs. Donc, obstacle à l'instabilité politique. Tout ceci a permis à ces 4 pays, durant tout ce temps, de n'avoir aucun problème, de se concerter, de se partager les données et vraiment de disposer de ce fleuve dans la tranquillité et l'équité. Je vous remercie. Je suis entièrement à votre disposition. Thank you very much for you, Mr. Brahim. If anyone
has question, just as an exceptional, because Mr. Brahim has to leave for a very important meeting here. So if anyone would like to ask anything, I would open the floor now for 1 or 2 questions. Okay.